c'est de ne jamais abandonner le rêve, quelle que soit la situation. Parce que les épreuves, il y en a à tout bout de chemin. Et dans cette construction-là, il y a une autre histoire qui se crée. Et c'est une histoire qui a donné lieu à un joli livre. Wow. Donc le livre s'appelle Malaika, pour l'amour d'une Africaine et sa musique. Et ça. Et je me dis que Malaika, c'est le Malaika de la chanteuse Myriam Makeba, sud-africaine. C'est ça. Et apparemment, c'est la chanson que tu as chantée C'est ça. qui a marqué la personne qui l'a C'est écrite. ça. Il s'appelle Mario Belavance. Mario Belavance, c'est le conjoint de Marie-Rose. Relax. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Espace Talent. Ici, les voix se posent, s'élèvent et se répondent. C'est un lieu pour écouter autrement les trajectoires, les personnes, les parcours qui traversent souvent les histoires, les frontières, mais aussi les cœurs. Je suis Aya et dans cet espace, on prend le temps de se rencontrer, de ressentir, mais aussi de se comprendre. Parce que le talent, ce n'est pas qu'un don, c'est une histoire, c'est une lumière qui se cherche. Aujourd'hui, on a une invitée talentueuse et non des moindres. C'est une femme, une artiste qui vient du cœur de la Côte d'Ivoire. Depuis l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui aux scènes africaines et sur le plateau de Baraza Media. Elle porte un récifé de musique, de mots, mais aussi de migration. Et elle porte en elle une histoire d'union, de joie, de défi, mais aussi d'exil et de renaissance. C'est cette histoire-là qu'on va décortiquer avec elle. Et tout d'abord, je vais commencer par la saluer, par te dire bienvenue. Merci. Bienvenue Marie-Rose, comment tu vas? Je vais très bien. Nous Merci. sommes vraiment contents de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui à Baraza Media pour inaugurer d'ailleurs Espace Talent, qui est un nouveau format, qui est un format adapté de Super Talent. Pour ceux qui connaissent Super Talent, on invitait donc des talents, des entrepreneurs, des artisans, des chanteurs, tout le monde. Et on est parti sur un format un peu plus podcast, un peu plus aussi lent, un peu plus calme pour pouvoir, comme je disais, avoir un espace pour que les personnes qui sont talentueuses puissent venir juste se poser et nous raconter tout ce qu'elles ont fait. Donc aujourd'hui, on imagine qu'on est à ton salon ou bien à ta table à manger. C'est toi qui lead, moi je t'écoute, on t'écoute et on a envie de te découvrir. Wow. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Donc on va partir. Donc on est en mode posé. On va commencer par l'ancrage, là où tout a commencé, là où tout a pris forme. Et il y a toujours une source, surtout pour les personnes qui sont aussi profondes que toi. Elles ont une source. Elles ont une source d'où elles puisent en fait leur énergie, leur talent. Et ma première question serait celle-là. Si tu devais repartir dans ton histoire, dans ta jeunesse, est-ce qu'il y a un événement, un lieu ou une personne qui te revient, qui te marque en fait dans tes premiers pas, dans tes débuts? Dans mes débuts, d'abord, bonjour. Bonjour aux auditeurs, aux spectateurs de Baraza Media. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre merveilleux plateau. Et j'espère qu'on va faire une très belle émission. C'est clair. Bon, pour en revenir à ta question, je dirais que comme ça, j'aime raconter que quand j'étais toute petite, j'aimais prendre plaisir à regarder les émissions live parce qu'avant, en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup le live. L'orchestre de la RTI c'était un orchestre qui était très 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 connu. Et j'aimais beaucoup regarder Nayan Kabel, Aïcha Kone, Ce sont de grands artistes ivoiriens. Très grands artistes ivoiriens sur scène. Et je pense que c'est de là que tout est parti. Je pouvais passer des heures comme ça à les regarder et à me dire qu'un jour, je souhaiterais pouvoir tenir un micro et puis être sur une grande scène avec un parterre de public. Milliers de personnes. Mais qu'est-ce qui te plaisait particulièrement lorsque tu voyais, parce que ce sont des divas. Oui. Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement lorsque ces divas-là chantaient du live? Est-ce que c'était leur prestance, le fait qu'elles communiquent avec le public?
qu'est-ce qui te marquait? Parce que ce sont des femmes qui ont marqué la musique ivoirienne énormément. Et comme tu dis, à l'époque... Ce sont les voix. C'est ça. Ce sont les voix. Elles avaient des grandes voix. Nayan Kabel avec Iwa Sado, ça c'est une voix qu'on ne peut pas oublier. On se rappelle de ça. Oui, Aïcha Kouné. En fait, ce sont des grandes voix. Et le fait de prester en live avec tout un orchestre là derrière, ça m'a toujours impressionné. C'est plus ça. C'est la chanson, c'est la voix qui m'a impressionné. Quand est-ce que tu décides de mettre le pas, de faire le premier pas et de construire ton propre cheminement dans le live, dans la scène, dans la musique? Bon, je dirais que depuis toute petite, j'avais ça déjà en moi, l'amour même de la musique. Mais je n'ai eu l'occasion de vraiment travailler que quand je suis rentrée à l'université. Là, on avait un orchestre, l'OUA, l'orchestre de l'université d'Abidjan. Et c'est là que j'ai véritablement commencé. Est-ce que, étant plus jeune, étant adolescente, est-ce que tu chantais par exemple dans les chorales? Bon, à la différence des autres, de la plupart des chanteurs qui avaient soit... la plupart disent, bon, j'ai mon papa qui faisait la musique, ma maman. Chez moi, il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait pas de chanteurs. Donc, je n'avais pas de voix. J'ai commencé au plus bas même. Je ne savais même pas chanter. Mais j'avais simplement l'amour de la chose. Et je n'ai jamais fait de chorale non plus. Rien. Donc j'ai véritablement commencé à apprendre à partir de l'orchestre de l'université d'Abidjan. Et quand tu as commencé à l'orchestre de l'université d'Abidjan, est-ce qu'il y a une personne ou il y a un événement qui t'a permis de pouvoir te dire ici là c'est ma place, j'aimerais rester ici? Ou quelqu'un qui t'a encouragé quand tu as commencé? Comment ça s'est passé déjà? Raconte-nous comment ça s'est passé. Comment est-ce que l'amour que tu as de la musique en toi te fait aller jusqu'à l'orchestre et à aller apprendre? En fait, comme tout bon chanteur, musicien, quand tu arrives quelque part, tu commences à prospecter, de savoir s'il n'y a pas de musiciens ici, il n'y a pas d'orchestre ici. Donc quand je suis arrivée, j'ai entendu, bien avant même d'arriver à l'université, je savais qu'il y avait un orchestre. Parce que cet orchestre a eu du succès. C'était populaire. L'OUA était très populaire en Côte d'Ivoire. Ils ont sorti des albums, vraiment ils étaient populaires. Donc je me suis dit, bon, arrivé à l'université, il faut que j'aille au moins dans cet orchestre. C'est un orchestre qui est bien organisé, les répétitions sont régulières. Donc c'est comme ça, quand je suis arrivée, je dis bon, je vais aller à l'orchestre. Donc là-bas, au lieu qu'il y ait un événement ou bien quelqu'un qui me donne, qui m'encourage à aller de l'avant, qui m'encourage à foncer dans ce que je fais, bien au contraire. Il y a eu un événement qui m'a marqué. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais fait de chorale. Donc, au niveau voix, c'était vraiment le b.a.-ba. Basique même. Il y a eu un jeune, une fois, la première fois que je suis arrivée, peut-être une semaine après, j'ai trouvé des gens qui étaient des choristes. Quand tu les entends, vraiment, c'était... Ouais. Je les admirais, de grands chanteurs qui avaient des vieux routiers, quoi. Donc quand je suis arrivée, on dit, bon, on va essayer les nouveaux arrivent, on va les essayer. On m'a donné le micro, on dit, fais le chœur. Et le chanteur, principal chanteur, on dit, fais le chœur. Bon, j'ai commencé, bon, c'était pas ça. Il a dit, mais écoutez, prenez les micros, on va avancer, parce que vraiment, ça, c'est pas une voix, ça. Est-ce que ça t'a intimidé ou ça t'a découragé quand même un peu ce jour-là? Au lieu de me décourager, ça m'a boosté. Ça m'a donné la force. Parce que dans le domaine de la musique, il y a des choses, quand on te les dit, si tu n'es pas fort, tu recules. Quand on te dit que tu ne sais pas chanter, tu recules. Mais là, au lieu de reculer, ça m'a boosté.
J'ai dit, ah bon, je ne sais pas chanter. Ok, Je vais apprendre. je vais apprendre à chanter. Cet orchestre-là sera mon orchestre. Je vais devenir lead. La façon dont celui qui a sorti ces mots-là, la façon dont il était leader, moi je vais devenir comme ça. Et comment ça se passe pour pouvoir arriver justement au rôle du leader? C'est le travail. C'est le travail, sincèrement. L'écoute, parce qu'il faut avoir l'oreille musicale, l'écoute, le travail, personnellement. À l'orchestre, j'étais toujours là. Avant que les autres n'arrivent, j'étais toujours là, puisque la salle était ouverte. Donc je venais tout le temps. Je bossais, je prenais les chansons. Quand on donnait des chansons à bosser, je bossais des chansons. Et en dehors des chansons à bosser, je bossais d'autres chansons. J'étais tout en train de travailler. L'orchestre se produisait à l'université, mais aussi ailleurs. Oui. Donc sur d'autres scènes, est-ce que l'orchestre passait par exemple à la radio-télévision ou bien il chantait lors d'événements comme la fête nationale ou des événements comme ça? À la base, c'était les cités universitaires. L'orchestre était chargé d'animer les cités universitaires. Mais on participait à certains événements. Je pense que oui, la fête nationale, souvent on invitait l'orchestre. Il y avait des événements en dehors de l'université. Voilà. Et est-ce que dans ton cheminement justement dans l'orchestre, comment est-ce que tu jonglais? Parce que tu étais aussi à l'université, donc j'ai vu dans le livre que tu as été diplômée en droit. Oui, comment est-ce que tu jonglais avec ça? Est-ce que tu recevais aussi du soutien de notamment ta famille? Parce que tu disais qu'à la base, tu n'es pas d'une famille de chanteurs, ou d'artistes ou de musiciens. Comment est-ce que tu jonglais avec ta vie? Moi, ma famille se résumait à ma mère. À ma mère, puisque j'ai vécu avec ma mère. Donc, moi, elle me disait tout simplement que tu peux faire ta musique comme tu le veux, mais envoie-moi de bons résultats. Donc, quelque part, j'étais obligée, à côté, en dehors de la musique, de bosser dur pour envoyer les résultats. Pour lui envoyer ce qu'elle voulait. Parce que ma mère a toujours été... Elle a été un pilier dans ma vie. Donc je faisais tout pour la satisfaire et ensuite me satisfaire moi-même. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui quel a été un de tes principaux soutiens aussi, dans la musique particulièrement? Bon, dans la musique, pas trop. En fait, elle ne m'empêchait pas de le faire puisque j'avais ce qu'elle voulait. Donc, bon, c'est le résultat. La plupart des parents, ils font ça. Beaucoup de parents font ça aussi. Ils te disent, aussi, surtout quand tu es en train de te construire, ils disent... Ils ont même peur que tu dévies un peu. Tu dévies, tu laisses tes études pour aller... Donc, encourager en tant que tel, non. Non. Mais c'est déjà bien de savoir qu'elle avait l'espace pour pouvoir dire fais ta chose, c'est ta passion, c'est quelque chose qui t'intéresse, continue et allons-y voir où ça va nous mener. C'est ça. Et pour revenir encore à tes années université et à tes débuts, est-ce qu'il y a eu un événement quel est l'événement en fait qui t'a fait quitter peut-être ou arrêter? Pas le droit, parce que tu n'as pas arrêté le droit, tu as poursuivi jusqu'à la fin, mais qui t'a permis de te dire, bah, là, je me tourne résolument vers la musique. Est-ce qu'il y a un moment où tu as décidé de tout lâcher pour te dire, tu vas juste t'adonner à la musique, ta passion? Non. En fait, ça c'est pas fait de... ça n'a pas été une décision. Je dirais plutôt que ça a été la conséquence d'événements, sinon ça n'a pas été une décision. D'abord, j'ai eu la maîtrise. Quand j'ai eu la maîtrise en droit, j'ai dû quitter l'université. Il faut évacuer les champs pour permettre aux autres de venir. Donc j'ai quitté l'université. Et après ça, j'ai commencé à jouer dans les pianos-bars pour pouvoir mieux professionnaliser, me roder. Me roder, parce qu'il ne faut pas... avec l'orchestre de l'université, j'ai eu une base. Mais pour aller plus loin, il faut se roder.
Donc, jouer dans les pianos bars, pratiquement 3 à 4 fois dans la semaine. C'était ça m'a intense. permis de me... Voilà, c'était intense. Ça m'a permis de me roder. On pouvait jouer comme ça pendant des soirées de 4 heures, 5 heures de temps et rentrer au petit matin. Donc, quelque part, quel que soit qui que tu sois, tu vas finir par te roder. Mais à force d'être toujours en train de... Et puis avec les pianos bars, c'est quand même c'est payé. C'est payé, c'était pas, on ne faisait pas ça de façon gratuite, c'est payé. On t'embauche dans tel restaurant, tu joues tous les soirs, c'est payé. Donc quelque part, disons qu'à force de chercher l'argent... Le nerf de la guerre. Voilà, à force de chercher l'argent, bon, on a un peu négligé, il fallait continuer, il fallait aller chercher un emploi. Bon, je me suis dit que bon, je préfère continuer mes gombos, comme on les appelait, et puis appliquer pour des emplois. Mais continuer, je me suis dit qu'avec la maîtrise, je pouvais me trouver quelque chose à faire. De convenable. Voilà. C'est comme ça que j'ai arrêté. Donc, dans ton élan, quand est-ce que tu quittes alors les pianos bars ou bien tu fais ça peut-être simultanément comment est-ce que tu arrives à l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la télévision nationale. Donc, c'est notre télé, c'est notre une, c'est la une. C'est ça. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Ok, l'aventure avec la RTI, ça a commencé tout doucement parce que à chaque fois que j'allais à Cocody, je passais devant la maison de la télé avec ses murs bleus et blancs là. J'ai dit, cette maison-là, moi je vais travailler dans cette maison. Je vais bosser dans... En fait, c'était un rêve. J'ai dit, je vais travailler dans cette maison. Donc, on était là comme ça. Et puis, Barthélemy Nabo, qui était un pilier au moins quand même de la télévision, a créé RTI Musique. Ah, c'est de lui que ça vient. Voilà. Barthélemy Nabo. Okay. Voilà, Okay. Voilà. Donc, quand il a créé RTI Musique, il a décidé de faire une équipe toute jeune. Okay. Voilà. C'est de jeunes personnes. Wow. Je ne suis pas beaucoup. Année 2000 2006, je pense. Okay. 2006. Et il a décidé de créer un orchestre. Il avait des animateurs, tout le monde était jeune, une équipe vraiment jeune. Donc il a décidé de créer un orchestre et ils ont lancé comme ça une audition pour pouvoir recruter des membres de l'orchestre de RTI Musique. Et j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler, je ne sais pas par qui, mais j'ai entendu dire que l'orchestre, la RTI avait lancé une audition pour recruter des membres pour le nouvel orchestre. J'ai dit, bon d'accord, je vais aller passer l'audition. Je vais aller passer l'audition. C'est comme ça que je suis partie. Et puis bon. Comment ça s'est passé aussi? Ok. On est intéressé par toute l'histoire. Bon, quand je suis arrivée, on était, comme toute bonne audition, il y avait du monde, il y avait des... Et quand tu sais un peu comment ça se passe, il y a des filles qui chantaient, j'entendais de ces voix extraordinaires là. J'ai dit, ouh. Ça là, est-ce que vraiment, hein? Parce que je me disais que moi, ma voix n'est pas extraordinaire. Mais au moins, j'ai pour moi l'expérience, parce que j'ai joué pendant quand même quelques années, depuis l'orchestre de l'université, juste après l'orchestre, je suis allée dans les pianos bars. Donc, j'ai pas une voix extraordinaire, mais j'ai au moins de l'expérience. Donc, je me suis mise en confiance. Et on est parti, on a fait l'audition. Et 2 jours après, le chef d'orchestre, M. Domba Mamadou, m'a appelé pour dire, vous avez été recruté. J'ai dit, Dieu merci. Ta parole, la parole que tu avais déclarée, quand tu passais, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, pour ceux qui connaissent Abidjan, en tout cas, si vous vous rappelez, la RTI, on ne peut pas la manquer. On ne peut pas. À Cocody, c'est sur une artère centrale. C'est ça et même. de toujours passer. Et
on passe régulièrement quand même à Cocody, devant la télé, et de dire, prononcer jour après jour quand tu passais, je vais travailler ici. Je vais travailler. Je vais pousser ici. Cette maison sera ma maison. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai été recrutée et on a commencé à travailler. Et là-bas, c'est comme si, puisqu'on était des agents de la RTI, on allait au travail matin, 9h, on devait être là à 9h et on descendait à 17h. C'était comme ça. Donc, tu t'imagines, avec les pianos bas, avec une formation pareille, 9h à 17h, et tout ce temps-là, vous chantez, hein? Vous chantez. Et quand il y a des émissions, Barthélemy avait une émission Dimanche Passion, ce genre de... Donc, à chaque fois, tous les artistes qui devaient passaient par l'orchestre de la RTI. On devait les accompagner, donc il fallait bosser les chansons en lead, parce que l'artiste n'est pas là. Vous devez bosser la chanson, c'est-à-dire nous les chanteurs, on doit bosser la chanson pour que l'orchestre arrive à répéter correctement. Là, quand l'artiste arrive, tout est prêt. Il prend le micro et il presse. Voilà. Ok. Quels ont été des artistes? Est-ce que tu as pu... J'ai deux questions. Quels ont été les artistes qui t'ont marqué, avec lesquels tu as eu à collaborer? Déjà, en tant qu'orchestre, en tant que membre de l'orchestre de la RTI ou bien d'autres, même dans les pianos bars. Et est-ce que tu as pu chanter avec les divas qui t'ont inspiré à la base? Oui. J'ai chanté avec Aïcha Koné. Aïcha. Et puis, bon, disons Aïcha, parce que Nayanka, elle avait pratiquement arrêté. Arrêté, oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait de te trouver en collaboration avec la diva, une des divas qui t'a inspirée quand tu étais plus petite? C'était impressionnant, les premières fois. On a travaillé aussi avec Gagui. Bon, tous les artistes, ils sont tous passés par là. Mais je ne parle que de ceux qui m'avaient impressionné quand j'étais... Donc, c'était Aïcha. Au début, c'était impressionnant. Et au fur et à mesure qu'on travaille, bon, on finit par... C'est-à-dire, on n'est plus ébloui, ça devient, bon, tu connais la comme personne des choses qui la de tous les jours, voilà. Un peu ça. Là, on va passer à une autre phase. Ok. Donc là, on a vu ton histoire, on a vu comment est-ce que tu t'es construite aussi. Et dans cette construction-là, il y a une autre histoire qui se crée. Et c'est une histoire qui a donné lieu à un joli livre. Wow. Donc le livre s'appelle Malaika, pour l'amour d'une Africaine et sa musique. Et ça. Et je me dis que Malaika, c'est le Malaika de la chanteuse Myriam Makeba, sud-africaine. C'est ça. Et apparemment, c'est la chanson que tu as chantée qui a marqué la personne qui l'a écrite. Qui s'appelle Mario Bellavance. Mario Bellavance, c'est le conjoint de Marie-Rose. Il est ici avec nous dans le studio. On pourra le voir après. Mais j'aimerais avoir ta perspective sur ce qui a conduit à cette histoire. Donc moi, je l'ai lu et j'ai une petite... j'ai des petits mots qui sont là, qui m'ont marqué dans l'histoire parce que c'est vraiment une histoire. C'est pas un roman comme... C'est une histoire vraie. C'est une histoire d'amour vrai. C'est ça. Et c'est une histoire aussi d'amour profonde. Profonde comme ton histoire à toi. Qui s'est écrite aussi avec ses hauts et ses bas. C'est ça. Et si c'est possible, nous expliquer comment se fait la rencontre avec l'auteur du livre. Parce que je veux que les gens puissent savoir que ça s'inscrit dans ton histoire, ça s'inscrit dans ton parcours musical. Bon, Malaika. Disons que en 2011, j'ai eu une opportunité pour venir au Canada. On était venu pour un festival. Et quand on est arrivé, bon, je sais, je dirais que j'ai été invitée une fois à une manifestation. Une manifestation. J'avais même pas envie de venir, mais je suis partie quand même. Et généralement, j'ai remarqué que quand tu as ton bonheur qui t'attend quelque part, quand on te dit d'aller, c'est toujours, tu ne peux pas aller au début forcément, mais c'est les grands rendez-vous. Et je suis allée chanter. Et j'ai chanté Malaika de Myriam Makeba. Et ce jour-là, Mario Bellavance, qui est aujourd'hui mon époux, était dans la salle. Et il a été impressionné par ce que j'ai produit.
moi, c'était un petit truc, bon, puisque j'avais même pas envie. Donc, je suis venue, j'ai fait un truc comme ça. Mais pour lui, c'était pas un truc comme ça. En fait, c'est quelque chose qui l'a marqué. Et après ça, nous sommes restés en contact. Donc, quand je suis retournée au pays, on a continué à échanger jusqu'à ce qu'un jour on se marie. En 2019, on s'est mariés. Il est venu, à plusieurs reprises, il est venu en Côte d'Ivoire me voir. Et en 2019, on s'est mariés. Donc, votre histoire d'amour, c'est une histoire d'amour musicale. C'est ça. Parce que ça a commencé par la musique. Et une musique qui l'a transpercé, lui. Qui l'a aspiré. Exactement. En Afrique. Parce que c'est vrai, en fait, il est reparti. Explique-nous ça, la même. Il est venu aussi à Abidjan. Il a découvert. En fait, ta musique t'a fait voyager. C'est ça. M'a fait voyager quelqu'un aussi. C'est ça. Pour venir connaître ton pays. Il est venu. À plusieurs reprises, il est venu en Côte d'Ivoire pour me voir. Et puis, bon, on a fait des voyages aussi. Et moi, je dirais que Malaika, la chanson Malaika est une chanson spéciale qui sera toujours spéciale pour moi. Parce que c'est grâce à cette chanson qu'aujourd'hui, j'ai rencontré cet homme-là. Qui a permis que je revienne encore définitivement cette fois-ci au Canada. De 2011 à 2025. C'est ça. C'est tout un parcours. Tout un processus d'immigration compliqué. J'ai vu que vous êtes passé aussi sur des chaînes en Côte d'Ivoire. C'est ça. Pour pouvoir parler de votre histoire d'amour qui est atypique. C'est ça. Et dans ton histoire, dans ton parcours aussi, on voit des progressions, on voit des évolutions. On voit aussi des rendez-vous, peut-être auxquels tu ne t'attends pas. Des auditions à l'orchestre pour entrer pour la télé. L'université te dit je vais aller dans cet orchestre là, les pianos bars après, la vie qui n'est pas forcément toujours rose, mais tu arrives toujours à rebondir, mais surtout à garder ce fil conducteur de la musique qui est toujours en toi. La musique. Et tu fais la musique toute cette forme, tu chantes, tu joues de l'instrument. Et la musique t'a fait quitter tes frontières, comme je disais, faire voyager quelqu'un, venir aussi ici. Mais quels ont été les défis aussi que tu as eu à vivre avec la musique, ou à cause de la musique, ou bien de ton parcours de musique, de ton parcours à toi? Tu as nommé tantôt les défis. Un défi, mais que tu as finalement tourné, c'est le premier défi, le premier peut-être affront, si je peux employer le mot, lorsque tu as commencé à l'orchestre de l'université. Tu as changé cet affront-là en moi je vais réussir, moi je vais devenir lead. Certainement le monsieur avec qui a dit ça quand il travaillait avec plusieurs années plus tard, quand on s'est revu, il a compris. Il a compris. Il a tout compris. Et il a vu que peut-être sa phrase a quand même semé une graine en toi qui t'a donné. Non, mais moi je pense qu'il avait déjà oublié. Tu sais, ceux qui font le mal, souvent ils s'en rappellent même pas. Il a dit et puis il a fini. Il a oublié. Mais ça semait en toi. C'est ça. Déjà, il y avait en toi la passion, mais ça semait en toi comme le travail acharné. C'est ça. Pour polir ton talent. Et ça t'a mené plus loin. Mais quels ont été d'autres défis que tu as rencontrés? Que ce soit au piano bar, à l'orchestre de la télé, et on va lentement aller vers aussi. Parce que ta musique se mêle à une histoire, comme je dis, d'amour très forte, mais aussi de défis au niveau de l'immigration, parce que c'est ça que vous avez parlé à l'émission en Côte d'Ivoire. Je suis allée regarder. Et comment ces défis-là se sont manifestés? Comment tu les as vécus? Tu peux juste décider ce de quoi tu veux parler. Bon, moi je dirais que disons, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement la musique avait pris le pas sur mes études. Parce que comme je le disais, je passais les concours, hein. Mon père était sur mon dos, est-ce que tu as passé tel concours, est-ce qu'il m'envoie des messages, il y a tel concours, est-ce que tu as passé? Je les passe, mais quand ça, comme je le disais, quand ça ne marche pas, moi je suis dans ma musique. Hein. C'est là que je me sentais vivre. La musique est tout pour moi. C'est là que je me sentais, j'avais l'impression de vivre. Donc, mais à la longue, quand les choses devenaient difficiles, parce que c'est pas facile chez nous en Afrique, pour un musicien de percer, pour un chanteur, c'est pas facile.
Donc, au fur et à mesure que ça devenait difficile, compliqué, je me posais la question de savoir, est-ce que j'avais fait le bon choix? Déjà ça, même les questionnements comme ça fait réfléchir. Est-ce que je n'ai pas raté ma vie par hasard? Parce que ce que je cherche, j'ai sacrifié. Comme je le dis toujours, j'ai des amis que j'ai revus quelques années plus tard qui sont devenus juges, avocats, notaires, procureurs. Je me demandais, est-ce que j'ai pas raté ma vie? Parce que normalement, si j'ai sacrifié tout ça pour la musique, c'est comme si je parlais à la musique. J'ai dit, j'ai sacrifié toute ma vie pour toi. Normalement, tu devrais me redonner. Oui, tu devrais me mettre là où j'aurais souhaité être. Parce que ce que je sais des expériences que j'ai dans la vie, c'est que quand tu veux quelque chose, quel que soit le temps que ça va mettre, il y aura des moments d'épreuves. Il y aura des épreuves. Tout ça, c'est pour te détourner de ton chemin. Mais quand tu dis quelles que soient les épreuves, c'est ça. Tu peux me détourner de ce chemin. C'est ça que je veux. J'ai eu l'habitude, par expérience et avec les expériences des autres aussi, de savoir que quand tu marches de cette façon, ça va finir par donner ce que tu veux. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu avoir ce que je veux de la musique alors que j'ai sacrifié beaucoup de choses pour la musique. Ma mère m'a mise à l'école pour que j'ai un diplôme. Pour demain m'occuper d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait de ce diplôme? Donc je posais des questions à la musique. Je m'asseyais puis je demandais à Dieu, est-ce que aurais-je raté ma vie ou bien quoi? Donc, parce que normalement, un travail, selon la Bible, l'ouvrier mérite son salaire. Je suis allée à l'école, c'est pourquoi? J'ai fait des veilles. En fait, moi, je suis à fond dans ce que je fais. Quand je bossais. Donc, j'ai fait des veillées pour pouvoir avoir cette maîtrise en droit. Ça n'a rien donné. C'est pourquoi, en fait, que j'ai eu tout ça. Et la musique aussi, je me suis sacrifiée pour la musique. Là encore, ça n'a rien donné. On est où là? Comme on dit en Côte d'Ivoire. On est où là? On va où là? On va où? Ouais. Donc ça, c'était un grand défi. Déjà, ces questionnements intérieurs là, est-ce que tu pouvais les partager avec quelqu'un? Je les partageais avec mon mari. Ok. Parce que souvent on dit, les personnes qui justement ont le talent, qui sont comme des génies comme ça, souvent il y a une forme de solitude qu'ils ont, qui est difficile à vivre. Parce qu'il y a tous ces questionnements là, il y a tout ce sacrifice qu'on a fait là. Et comment est-ce qu'on gère ça? C'est pas toujours évident, mais d'avoir quelqu'un avec qui parler de ça. Et qui nous encourage, qui nous permet de voir nos angles morts. C'est ça. Lorsque on est découragé. Mon mari a été, et il est cette personne avec qui je partage tout ça. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu au travers de la musique. C'est un langage que vous parlez déjà. Il aime la musique. Il est prêt à tout faire pour que je sois à l'aise pour pouvoir faire, pour pouvoir développer mon talent. Ton art. Donc je lui confiais mes questionnements, mes inquiétudes, je lui disais tout. Il me soutenait en toutes choses. Donc c'est un peu ça. Mais finalement, mes questions ne sont pas restées sans réponse. Parce que là où je suis aujourd'hui, là, c'est l'endroit où je voulais être. Et ici, ce que je sais du Canada, c'est que c'est un pays qui valorise beaucoup les artistes. Il y a des organismes qui sont là pour culturels, voilà, pouvoir valoriser. Il y a tout plein de festivals, il y a plein de choses. Montréal, on dit c'est une capitale de festivals. Voilà. Pour toutes les saisons. Donc je me dis que je suis arrivée là où j'aurais voulu être. Et moi, ce qui me plaît dans ton histoire aussi, c'est ce que tu dis. Ça finit par se réaliser. Ce que tu dis, ce que tu prononces, finit par se réaliser. Et pour revenir au Canada, comment ce changement d'horizon, comment ce changement de pays, d'Abidjan, de ton histoire, de ton expérience à Abidjan, et venir au Canada aujourd'hui, comment est-ce que ça impacte, si ça impacte, comment est-ce que ça impacte ta manière de vivre ton art, ou bien ta manière de voir ton art?
Tantôt, tu as dit que tu es content d'être ici parce qu'au Canada, on valorise. Mhm. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire de plus étant au Canada avec ton art aujourd'hui? Ton talent? Bon, présentement, les choses dans ma tête, tout plein d'idées. C'est l'usine. Ah, ça se bouscule dans ma tête. Tout plein d'idées. Je me dis, comme je le disais, je suis au bon endroit. Concernant le travail, puisque je me suis aussi posé la question toujours du diplôme, donc j'ai eu ce diplôme. Donc je me suis dit que pour pouvoir, puisqu'il faut travailler, pour pouvoir continuer le travail, pour pouvoir faire le travail et pouvoir continuer aussi ma musique, il faut que je cherche un emploi dans le domaine culturel. Là, je vais rester toujours en contact avec Ce que tu aimes. voilà, culturel ou bien télévision ou bien radio, tout ce qui est médias, culture. Donc, il y a quand même plusieurs choses. Il y a artiste, culture, médias. Ok. Il y Et a puis, tout c'est ça. les mondes dans lesquels tu as baigné. Que ce soit à la télé, que ce soit dans les orchestres. La télé, j'ai baigné presque plein d'années dans la télévision, Presque donc je combien de sais un temps? peu. Jusqu'à de 2006 à 2012, 11, 12, par là. Beaucoup. C'est beaucoup. On s'en va lentement vers la fin. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que, dans tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as traversé depuis le salon, depuis la télé, avec Naya Kabel, avec Aïcha Koné? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Qu'est-ce que la manière dont tu as vécu ton talent, la manière dont tu l'as expérimenté, tu l'as matérialisé à travers les différents parcours de ta vie? Ça t'a appris quoi sur toi-même? Déjà, moi, je vois une chose. C'est que ce que tu dis, tu l'as compris. Tu es résiliente. Mais de toi-même, ta perspective, qu'est-ce que ça te dit de toi-même? Qu'est-ce que ça te montre de toi-même? Donc, comme tu le dis, je suis résiliente. Je sais pas pour me lancer des fleurs, mais je suis beaucoup courageuse concernant la musique. Je ne sais pas si je suis paresseuse dans d'autres domaines. je ne sais pas. Mais tout ce qui est musique, vraiment, j'y mets toute ma force. Donc, je suis beaucoup courageuse. Quand je veux quelque chose, tout ce qui concerne la musique, et quand je veux, je me donne les moyens de l'avoir. Je me donne les moyens de l'avoir. La preuve, quand je suis arrivée ici, je ne sais pas à qui j'ai téléphoné, mais automatiquement, j'ai commencé à chercher. Tu étais proactive. Oui, j'ai dit, tout ce qui est télé, radio, c'est-à-dire, il faut que je... Ça boue en toi. Voilà, il faut que je me fasse découvrir. Il faut que je me fasse découvrir. Il faut que je rentre dans le milieu. Et tu es là, ça fait juste un mois et demi. Un mois, ça ne vaut même pas demi. Un mois. C'est des En fait, gens je comme ça. fonce. Quand je veux quelque chose, je fonce. Et en fait, tu sais que ça va produire du fruit. C'est ce que tu disais ici. Que tu sais que si tu te donnes à fond, ça va produire. Voilà pourquoi quand tu t'es assise avec la musique pour lui demander, il y a quoi? C'est comment? Il y a quoi? Depuis, je te suis. On va parler comme chez nous en Côte d'Ivoire. Depuis, je suis sur toi là. Hein? À cause de toi, j'ai négligé, j'ai abandonné mes études. Mes camarades sont avocats et autres. Il y a quoi? Il y a quelle affaire? C'est comment? Quel est le problème? C'est comment? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Tu vas pas me faire ça? Non. Mais c'est cette relation avec la musique, avec ton art, avec ton talent en fait, qui me fascine chez toi. C'est malgré tout ça, c'est comme un vieux couple, malgré tout ça là, vous êtes ensemble, vous êtes au colis. On est au colis. Toujours. On est au colis. Et pendant tout ce temps de choses, je ne sais pas s'il faut dire temps de latence où ça n'allait pas, j'ai dit bon, je profite pour apprendre d'autres trucs. C'est comme ça, oui, continuer à me former, continuer à ajouter des cordes à mon arc. Et ça va payer un jour. C'est dans ça que j'ai appris d'abord le piano.
appris à jouer au piano, puisque je faisais pratiquement rien. J'attendais les soirs pour aller jouer dans les pianos. Donc j'avais ma journée. J'ai commencé à apprendre le piano. Et le djembé, j'ai commencé à l'apprendre tout dernièrement, il y a à peine, ça vaut 9 mois, 9 à... C'est cette année? Oui, c'est quand Mario est arrivé, bon, que je me suis acheté mon premier djembé, j'ai commencé à apprendre. Donc, je fais, et j'ai aussi, disons, le nécessaire dans ma maison pour je dirais pas que je vais prendre des personnes et commencer à arranger leur tube. Non, c'est pas ça. Un studio d'enregistrement que j'ai fait dans ma maison. Et quand j'ai une inspiration, je travaille l'inspiration au piano. Ensuite, je vais sur le logiciel Cubase et je commence à faire les arrangements, arranger le chant et avoir une structure, c'est-à-dire une vision assez claire de la chanson. Avant d'aller maintenant dans un grand studio où ils pourront maintenant finaliser. Mais le travail de départ, je le fais moi-même. Avec le logiciel Cubase, avec mon petit studio à la maison. En fait, ce qui me plaît, c'est que tu sais que tu te donnes les moyens. Et même quand les moyens ne sont pas là, tu vas chercher. Je vais chercher les moyens. Tout dernièrement, je viens de m'acheter. Qu'est-ce que tu achètes encore? Parce que je n'ai pas pu venir le piano qui était en Afrique, mais j'ai tout fait pour venir ma percussion. Parce que cette qualité de percussion-là, c'est pas facile. Voilà. Même si tu la trouves, ce sera beaucoup cher. Je suis arrivée, je n'ai pas de piano. J'ai dit, je vais faire comment? Je n'ai pas de piano. Lui, il était là. Mais j'ai acheté le piano, ça fait juste 3 jours que je l'ai acheté. Parce que je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. J'ai tout fait pour l'acheter. Je me donne les moyens d'acheter tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire ma musique. Justement, parlant de musique, c'est le moment en fait, c'est le moment T. Donc le moment T, c'est un petit moment qu'on a pendant l'émission où on laisse la personne nous donner un extrait, un bref extrait, un intermède de ce qu'elle fait. Si tu veux chanter, si tu veux jouer dans ton instrument, c'est le moment. Ok. Bon, je vais vous faire quelque chose. Ah, c'est un échauffement, hein? C'était pour dire bonjour au djembé. On est là.
En tout cas, le public ici connaît. Nous te disons merci. Est-ce que tu peux nous décortiquer un peu la chanson? Ça veut dire quoi? C'est en quelle langue? Non, ça c'est un chant de Myriam Makeba. Ok. Myriam Makeba, décidément, elle est dans toute ton histoire. Si elle savait. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a, tu as dit plusieurs phrases, tu répétais plusieurs phrases. Est-ce que ça a une signification particulière? Bon, tu sais, le chanteur n'a pas besoin forcément de savoir ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un chant de Myriam qui m'a beaucoup plu, à part la fameuse chanson Malaika. Donc, je l'ai pris comme ça, je l'ai chanté sans savoir ce que ça voulait dire. Elle est belle, mais elle est simple. Elle est belle, mais elle est profonde aussi parce que, en plus, avec le djembé, la résonance est encore plus forte. Et ça, c'est un djembé que tu viens de baptiser. Donc, c'est là, ça fait. Non, c'est le piano que tu as payé il y a 3 jours. 3 jours. Le djembé, je l'ai depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Là, maintenant, on est vraiment à la dernière phase. Et je sais que tu as fait des CD, des albums CD. Tu en as fait combien déjà? J'ai fait un CD de 8 titres et un single. Ok. Et tous, on peut les retrouver sur ta page YouTube. C'est ça. Tu as aussi un compte Facebook où on peut retrouver aussi ce que tu fais. Marie-Rose Kwadjo. Marie-Rose Kwadjo. Tout ça, on va le mettre aussi sur nos réseaux pour pouvoir la suivre. Et aujourd'hui, tu es au Canada, avec tout le parcours que tu as. Quand tu fermes tes yeux et quand tu te projettes artistiquement dans les mois à venir comme ça ici, est-ce qu'il y a quelque chose, une chose au moins, tu as dit que par exemple tu veux pouvoir rentrer dans le milieu culturel, tout ça, mais est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais voir se réaliser concrètement? Est-ce que c'est une œuvre artistique? Est-ce que c'est une collaboration? Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais voir mais tout ce que tu as dit là, j'aimerais que ça se réalise. En même temps, le complet. Le complet, le package, ça. je prends tout. Ça. Donc, je vais pour être un peu plus sérieux, je dirais que j'aimerais pouvoir faire des collaborations et je suis en train de travailler sur des titres. C'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, je vais sortir un album. Et ensuite, pour l'instant, il y a aussi les festivals qui s'en viennent bientôt, juste après comment on appelle ça, l'hiver, là, les festivals vont commencer. Donc, je vais appliquer et j'aimerais vraiment pouvoir participer au maximum des festivals pour pouvoir me faire connaître. Et puis, pour l'instant, puisque la musique, je la fais aussi, c'est un moyen pour moi d'apporter de la joie dans le cœur des gens. Donc, collaborer aussi avec des organismes de personnes âgées qui ont des activités pour les personnes âgées. Donc, avec soit mon djembé ou mon piano, aller dans plusieurs structures de personnes âgées pour pouvoir leur apporter ça. Voilà. Ce que la musique t'a apporté. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs, à nos spectateurs aujourd'hui? Dans l'espace talent, on accueille les talents, tout type de talents, mais surtout on les accueille pour qu'ils puissent encourager d'autres talents qui sont émergents, qui sont en train de se construire. Avec tout ton parcours, s'il y a une chose que tu voulais dire à des personnes qui te regardent et qui se demandent comment est-ce que je peux devenir comme elle, mais je suis son parcours, ce serait quoi? Ce que je peux leur dire, c'est de ne jamais abandonner leur rêve, quelle que soit la situation. Parce que les épreuves, il y en a à tout bout de chemin. Les épreuves sont là pour te reconforter dans ce que tu veux. Si c'est vraiment ce que tu veux, tu dois foncer. Si ce n'est pas ça, l'épreuve va te faire dévier. Donc, de ne pas prendre l'épreuve comme étant un blocage. Parce que derrière une épreuve, il y a toujours quelque chose de mieux. Une fois que tu as traversé ça, il y a ce que tu veux là, ça y est derrière l'épreuve. Donc, d'être résilient. De foncer, de ne pas abandonner tes rêves, de foncer dans ce que tu veux.
d'être courageux et de ne jamais abandonner. C'est tout ce que je peux leur dire. Marie-Rose, nous avons été vraiment, vraiment heureux de t'avoir sur notre plateau. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire? Je vais tout simplement dire que je suis là. En tout cas, elle est là. Je suis là. Disposée, disponible. Pour tout ce que vous avez comme activité, manifestation, sortie culturelle, je suis là. Je suis là. Ça, c'est le maître mot. Je suis là. En tout cas, et je viens fraîchement de là-bas. Elle apporte la chaleur. Les derniers cris de musique et de quoi. Tout ce dont vous... Tout ce qui vous a manqué, parce que quand on est ici, c'est un autre monde, c'est une autre réalité. Non. Dans les derniers cris du pays, j'ai envoyé tout. Pas du pays seulement, de l'Afrique. Parce que je suis tout terrain. 4 fois 4. En lingala, en Afrique du Sud. Tout, je chante tout. En fait, c'est l'avantage d'avoir fait le piano bar. Tu es obligé de chanter. Tu fais du jazz, tu fais de la soul, tu fais tout ce que la clientèle demande. Donc, je suis tout terrain. Et je suis à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup Marie-Rose. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Et comme je disais en entame d'émission ici, chaque voix, ça laisse une empreinte. Chaque voix mérite d'être écoutée. Chaque parcours est une lumière pour quelqu'un. Donc que ces mots, ces rires, mais aussi ces silences, ces réflexions qu'on a eues aujourd'hui puissent vous accompagner tous un peu plus loin. Et là où le talent, en fait, devient une histoire plus qu'un don. Donc c'était Aya et je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Espace Talent. Merci beaucoup. Bye. Relax.